Ingénieur aéronautique, quand on a envie de le devenir, pas simple de trouver son chemin. Celui de notre invité Gaël Amouyal est passé par les États-Unis, par Israël, par la France, évidemment. Si vous voulez en savoir plus sur son parcours, c'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Gaël Amouyal, bonjour. Bonjour. On est très content de vous accueillir parce que vous êtes un sioniste invétéré. Merci. Moi, je suis très content aussi d'être parmi vous et être là cet après-midi avec vous. C'est aussi un aboutissement quelque part, parce que raconter aujourd'hui mon ALIA, je ne pensais pas qu'un jour j'allais raconter mon ALIA en fait. Ouais, et parce que c'était pas évident que vous alliez arriver ici surtout. Vraiment pas. Bon, alors, vous êtes aujourd'hui ingénieur en aéronautique, on l'a dit, vous êtes arrivé en Israël en 2009, vous avez grandi en France, à Antibes. Oui. Vous avez suivi une scolarité, on va dire, tout à fait normale. Pas un génie, pas un cancre, vous étiez tout à fait dans la moyenne. Exactement, j'ai eu mon bac à Nice, j'ai grandi à Antibes. Dans une école juive, tout ce qu'il y a de plus classique pour une communauté juive. Et j'ai eu mon bac, et tout de suite après mon bac, j'ai décidé de pas faire mes études en France. C'est assez intéressant. Alors vous allez nous dire pourquoi, mais vous aviez depuis petit la passion des avions quand même, il faut préciser. Oui, vraiment. Un fan. Un fan depuis le début. Ça, c'est... Vous étiez du genre à faire des maquettes, etc. Exactement. J'ai été le genre à faire des maquettes, à jouer à Flight Simulator devant mon écran, à être passionné par les avions. Mais vous vouliez être pilote ? Et ça m'a traversé l'esprit, mais vite plutôt le design des avions m'a beaucoup plus intéressé. Donc ça m'a traversé l'esprit. Mais bon aussi, porter des lunettes, c'est pas évident quand une fois qu'on sait que c'est compliqué, on passe à autre chose. Voilà, passer à autre chose. Et puis vraiment aussi être dans le design des avions, créer son propre avion, c'est quelque chose, c'est formidable. Travailler l'aérodynamisme de l'avion. De l'avion, c'est magnifique. Les performances, la stabilité, le contrôle, c'est mon quotidien aujourd'hui. Alors ça, c'était son rêve. Et à l'époque, c'était assez drôle. Vous n'avez pas voulu étudier en France. C'était une chose qui était exclue. Exactement. Et pourtant, il y a des super écoles. Exactement. En France, on a un système qui est excellent. On vous dit, après le bac, vous êtes ingénieur, surtout ingénieur aéronautique. En gros, il y a 2 écoles. Vous devez faire d'abord Maths Sup, Maths P, et ensuite, si vous êtes très bon, vous pourrez rentrer à Sup Aéro. Ok, mais... Généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Exactement, c'est pour vraiment les élites. Et même, c'est-à-dire qu'on arrive à Sup Aéro, pas forcément si on l'a choisi. On a réussi Sup Aéro parce qu'on a réussi un concours où on a réussi à rentrer dans cette école. C'est-à-dire qu'en raison de la sélection, on va dire, mise en place dans les écoles d'ingénieurs, pour les étudiants, on devient ingénieur, mais pas forcément ce dont on avait rêvé. Exactement. Quand on finit Maths Sup, Maths P, on est pratiquement sûr d'être ingénieur, mais pas forcément ingénieur dans ce qu'on voulait. Donc on peut finir ingénieur informatique, ingénieur électronique, ingénieur mécanique. Moi, je voulais absolument être ingénieur aéronautique. Il était hors de question de faire quelque chose d'autre. Donc, je me suis vite tourné plutôt vers le système anglo-saxon, le système américain, qui, lui, est beaucoup plus ouvert, où, dès le début, on se spécialise dans le domaine qu'on veut. Qu'on souhaite. Alors, bien sûr, il faut être accepté dans l'école, mais d'abord, il y a un choix bien plus grand d'écoles et d'universités. Et on commence dès la première année à faire de l'aérodynamisme, de faire de l'aéronautique. On est dans le concret, quoi. On est dans le concret dès le début. Moi, je me souviens, à la fin de ma première année, il y avait un concours Il faut dire qu'il a étudié aux États-Unis. On va vous expliquer tout de suite, mais il y avait un concours, ouais. Il y avait un concours de celui qui fait le meilleur modèle, le meilleur avion modèle, c'est-à-dire des petits avions électriques. Et là, on est dans le rêve, quoi. Et voilà, on est directement dans... Alors, c'est vrai que ça paraît geek comme ça quand on parle, mais non, c'est pas geek. Il faut des rêves pour faire de grandes choses, c'est sûr. Donc, vous avez fait ça intelligemment. Vous êtes inscrit à Sophia Antipolis. Donc, c'est une année où on apprend l'anglais, on étudie plus en anglais. Exactement. Alors, à Sophia Antipolis, à côté d'Antibes, il y a une école
qui permet justement de nous préparer à rentrer dans les universités américaines. Et donc là-bas, j'ai étudié. Ça m'a permis de passer, travailler l'anglais, à faire ma première année de maths physique, un peu, voilà, me mettre à niveau en fait. Et j'ai obtenu donc après cette année-là une bourse qui m'a permis de pouvoir faire mes études. C'est très cher. Exactement. Donc vous avez dû avoir des super résultats. Donc soudain, vous êtes devenu un brillant élève. Alors, un brillant élève, je ne sais pas si soudain je suis devenu un brillant élève, mais quand on fait quelque chose qui nous passionne, c'est beaucoup plus simple. Bon. Alors, vous étudiez en Floride pendant 3 ans, je crois, donc dans une école spécialisée. Vous adorez, parce que c'est très, ce que vous me disiez en préparant l'émission, c'était très concret. Il y avait des expériences, c'était pas théorique comme mode d'enseignement. Exactement. La différence entre les études à la française, ou même un peu à l'israélienne, après on en parlera, mais aux États-Unis, on est très 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 concret sur le type d'enseignement. C'est-à-dire que pour tout, on va essayer d'appliquer ce qu'on a appris. Et donc du coup, ça permet vraiment d'intégrer beaucoup plus vite. Et ça se fait même dans les plus grandes universités américaines. C'est pas forcément dans les écoles spécialisées ou quoi. J'ai fait une université américaine qui s'appelle Florida Tech à Cap Canaveral. À Cap Canaveral. C'est un programme. Voilà. Où dès la première année, c'était la construction d'un petit avion en modélisme. La dernière année, mon projet final, ça a été quand même de faire lancer une fusée à partir de Cap Canaveral, qui est une fusée balistique. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien, on est vraiment dans le faire, quoi. C'est ça qui est une très grosse différence avec d'autres types d'enseignement, notamment en Israël. Alors, à la fin de ces études, évidemment, vous pouvez rester aux États-Unis, ça aurait été facile, mais vous avez beaucoup souffert de l'isolement parce que vous n'aviez pas près de vous de communauté juive, et donc votre sionisme, votre judaïsme, même si vous n'étiez pas super pratiquant, n'avait pas d'expression. Exactement. Aux États-Unis, c'est un pays très vaste, et donc c'est vrai qu'il y a des villes où la communauté juive est extrêmement forte. Mais là où j'étais, il n'y avait pratiquement pas de juifs, peut-être un Chabad qui traînait par là. C'était perdu. Exactement. Où j'allais passer Kippour pour pas être seul. Vous étiez 2 ? Non. Mais on n'était pas loin. On était vraiment pas. Il y avait vraiment pas beaucoup de juifs. Pas beaucoup de juifs. Pas beaucoup de juifs, pas du tout. On est à Cap Canaveral, c'est le nord de la Floride. Il n'y a pas énormément de juifs qui sont là-bas. Alors, vous en avez souffert, et donc vous avez eu envie de venir étudier en Israël, mais vous n'étiez pas encore tout à fait fermé sur cette option, parce que vous êtes quand même inscrit à Super-Héros à Paris, enfin en France en tout cas. Et vous ne saviez pas quoi faire. Vous avez été accepté également à Super-Héros et également au Technion en Israël. Il fallait faire un choix. Exactement. C'est-à-dire que quand j'ai fini mon Toar Rishon, c'est-à-dire ma licence, j'ai été accepté pour faire un master au Technion et à la fois à Super-Héros. Et sans rentrer mon côté sionisme dans mon choix, je suis allé voir un de mes professeurs aux États-Unis. Et je lui ai tout simplement demandé, toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Est-ce que tu irais plutôt à Super-Héros ou au Technion ? Il m'a dit, mais même pas tu réfléchis, tu vas au Technion. Le Technion, c'est une réputation mondiale. C'est comme si maintenant tu étais accepté à MIT ou à Georgia Tech ou à Caltech en Californie. Même pas tu réfléchis. Et Super-Héros, je connais, mais ça n'a pas une dimension mondiale. Donc l'exception à la française, c'est bien, mais c'est franco-français. Exactement. Et c'est dommage de rater des opportunités. Voilà, c'est vous qui hésitez peut-être à prendre le chemin d'Israël pour vos études. Ben voilà, apparemment, lui, il a écouté. Il n'a pas étudié en France. Il est venu en Israël direct. Alors, je suis venu en Israël pour bien sûr, il y a cette raison de l'excellence. On va dire que ça vous a conforté. Exactement. Mais je suis quand même sioniste depuis très très petit. Dans ma famille, on est sioniste. Depuis toujours, on a l'amour pour Israël depuis toujours. Nos parents on est une famille de 3 enfants, je suis l'aîné. On nous a vraiment, on a grandi dans ça, c'est-à-dire un jour il faudra partir en Israël. Donc voilà, c'était un rêve que
que j'ai réalisé en venant au Ternion, et c'était voilà. Ouais. Alors, réaliser un rêve, mais quand même, il faut payer le prix parce que le décalage justement entre la façon d'étudier, le mode de travail et entre les États-Unis et Israël, bien qu'on a toujours l'impression de l'extérieur que c'est très similaire, apparemment, il y a beaucoup de différences. Oui, alors justement, ce que je disais, a été dur. Ça a été très très dur. D'abord la mentalité. On ne croirait pas, franchement. Non, mais c'est vrai, je suis très surprise parce qu'on a l'impression quand on étudie aux États-Unis, on arrive en Israël, ça va être simple, facile. Oui. D'abord, il y a et ça, je pense qu'il y a d'abord la mentalité israélienne. Il faut d'abord s'adapter à la mentalité israélienne. Faut pas être trop poli, quoi. Voilà, on a l'habitude de savoir que les Américains sont extrêmement polis, extrêmement. Donc j'avais pris aussi cette façon d'être. Et quand je suis arrivé là, ça a été vraiment un choc. C'est-à-dire que comment les élèves se présentent en classe, arrivent en retard, mais c'est pas grave. Il y a vraiment ce côté informel. Qu'est-ce qui vous a choqué? Donnez-nous des exemples, parce que tout le monde nous dit la mentalité, tout ça. Nous, on veut du concret. On a les élèves arrivent en retard, ça ne dérange personne, ni le prof, ni les élèves, d'accord? Ça ne dérange vraiment personne. C'est pas ça qui compte. Le fait de pouvoir embêter le prof à la fin du cours ou d'aller lui parler comme si c'était notre meilleur ami depuis je sais pas combien de temps. Lui supplier un ultime examen parce qu'on a raté les 2 premiers. Exactement, c'est ça. Alors ça aussi, c'était quelque chose pour moi de totalement nouveau, pouvoir pouvoir passer un 2e examen quand j'ai appris ça, qu'il y avait des mots et des bêtes. Mots et Gimel. Et voilà, exactement. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? c'est génial. Ouais. Et voilà, et le fait que les professeurs sont extrêmement épanouis, sont extrêmement ouverts à nous, c'est quelque chose de très agréable. Ça fait progresser. Ça fait progresser, bien sûr. Ça fait progresser parce que finalement, on a beaucoup moins peur d'aller s'adresser à la personne qui a le savoir, finalement. Et donc, on progresse beaucoup plus vite. Maintenant, c'est vrai que ça a été dur aussi parce que revenir à l'hébreu, ça a été quelque chose. Au Ternion, on enseigne en hébreu. Même s'il y a beaucoup de cours en anglais, même si les profs, quand on leur demande, parce qu'au début, j'étais un peu timide et je ne demandais pas, mais quand on leur demande, ils acceptent très volontiers d'enseigner en anglais. Mais moi, il a fallu s'y faire aussi à l'hébreu, petit à petit. Et aussi au fait qu'au Ternion, on est beaucoup moins pratique qu'au... C'est très théorique comme enseignement. Beaucoup plus théorique. Et donc, il fallait, moi, m'y remettre un peu plus dans la théorie. Et ça aussi, ça a été aussi... C'est plus compliqué à appréhender. Voilà, un peu appréhender. Mais maintenant, grâce au Ternion, j'ai pu publier ma thèse, j'ai pu publier des articles dans des grands journaux scientifiques. Vous avez eu les portes d'Elbit où vous travaillez aujourd'hui. Voilà, exactement. Ont été ouvertes. Exactement. Et puis, donc, c'est quelque chose... Aujourd'hui, je suis ultra heureux d'être passé par le Ternion et j'encouragerais n'importe qui à le faire. Pour moi, ça a été vraiment une super expérience et c'est une université, c'est l'université la meilleure où j'ai été. Ouais. Ça, c'est mieux qu'aux États-Unis. Rien à voir. C'est incroyable. Donc même en 2e cycle, même en 1er cycle, les deux sont bien. Les deux, voilà. Alors, ça, c'était la partie études. Et puis, vous rencontrez celle qui deviendra par la suite la femme de votre vie. Et elle a une seule... elle a quelque chose qui revient, un leitmotiv, c'est « Oui, je t'épouse, mais tu fais l'armée ». Oui. C'était un contrat de base. C'était un contrat de base, oui. C'était d'abord aussi important pour moi de faire l'armée, mais j'avais plus difficilement... c'était pas votre truc à la base, les militaires. Exactement. Les militaires, c'était pas mon truc à la base. Et puis, passer le pas, j'étais pas obligé de faire l'armée. J'étais obligé de faire 6 mois d'armée, ce qui est ridicule. Donc, il fallait... Elle m'a poussé à pouvoir passer le pas. Et ça, je lui dis merci aujourd'hui parce que sans Sarah, c'est ce qui aujourd'hui... le Ternion, c'est vrai que m'a permis de m'ouvrir les portes du savoir, on va dire, du savoir de ce que j'ai aujourd'hui. Ça faisait bien sur le CV, mais enfin, pour Elbit, l'armée, ça a dû aussi vous aider. Exactement. Et puis aussi l'ouverture au monde, en fait, à la société israélienne, surtout l'armée. C'est-à-dire que l'armée m'a
c'est pas le Technion qui m'a intégré à la société israélienne. C'est l'armée, et ça, c'est... Ouais. Parce qu'il y a plein de parents qui nous regardent souvent, de France ou d'ailleurs, et qui traînent un peu les pieds, qui essayent de faire un peu tout pour que leurs enfants parfois évitent l'armée, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils ont l'impression que 3 ans c'est long, que c'est du temps perdu, qu'est-ce qu'ils vont y faire après tout, courir dans la boue, parce qu'il y a une vision un peu tronquée parfois des choses. Nous, on essaye d'ouvrir un peu les esprits et de montrer toute la diversité, la richesse de Tsahal, bien sûr. Alors, on est obligé de demander qu'est-ce que vous avez fait à l'armée. Ah ouais. Oui, je comprends très bien ce que vous avez dit. Parce que quand j'ai dû convaincre ma mère que j'allais faire l'armée, ça a été très compliqué. Mais elle voulait pas. Elle avait pas peur. Du tout. Elle avait très peur. Elle n'était pas rassurée. Ça a été 3 ans qui ont été durs pour elle, je pense. Mais j'ai pas fait quelque chose. Enfin, dans l'armée, vous n'étiez pas combattant. J'étais pas combattant. Non. Voilà. Donc je suis venu avec un diplôme et donc je suis rentré dans le programme des Atoudat Olé. C'est un programme qui permet aux Olim Khadashim avec un Toar Rishon ou Toar Sheni, de pouvoir vraiment exercer leur métier dans l'armée. Et donc, moi, en tant qu'ingénieur aéronautique et spécialisé dans les performances des avions de chasse, j'ai forcément intégré l'unité qui s'occupe des performances des avions de chasse. Donc, le bonheur, en deux mots. Ce que vous dessiniez, les petites maquettes que vous assembliez, c'était ça. Et encore plus, c'est quand j'ai eu la responsabilité d'être, moi, le responsable du performance du F-16, ça a été l'apologie, c'était vraiment... la folie, quoi. Le rêve, vous avez sauté en l'air, vous avez fait ouh. Voilà, exactement. Quand on m'a dit ça, c'est que... Voilà, donc ça veut dire que le F-16 ne volait pas sans avoir été examiné par vos... Alors, oui et non. Voilà. Vous étiez une partie, évidemment, une partie du processus. Donc vous prépariez l'émission, quoi d'autre? Exactement. Donc mon travail était de préparer l'émission, de pouvoir toujours pousser le F-16 au maximum de ses possibilités, pouvoir être sûr que le pilote pouvait toujours revenir à la base en sécurité, être sûr qu'avec assez de fuel, assez de carburant, de pouvoir revenir, quand il y avait des nouvelles configurations sur l'avion, pouvoir, avec les pilotes, tester l'avion. Ça devait être génial de travailler avec les pilotes. Ça a été formidable, vraiment formidable. C'est des gens exceptionnels. Exceptionnels. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et tellement ouvert, des gens qui sont tellement ouverts voilà, c'est-à-dire qu'ils savent qu'on est là, on est ingénieurs, on est là pour eux, et pour que leur mission soit plus simple, et ils sont tellement là à nous écouter. Ils s'en remettent à vous. Elles se remettent à nous, et c'est là où on comprend réellement la responsabilité qu'on a dans les mains. Voilà, aujourd'hui, je peux en parler, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les techniques d'atterrissage du F-16 pour pouvoir améliorer les techniques d'atterrissage du F-16. On a fait des hadrachot à toutes les taillesot, c'est-à-dire vraiment à tous les pilotes. Ça a été vraiment un moment formidable. Enfin, voilà, une expérience marquante, enrichissante, que vous n'auriez pu vivre nulle part ailleurs. Exactement. J'imagine que là, à ce moment-là, vous avez dû dire « j'ai fait le bon choix ». Exactement. Alors, c'était quand même l'armée, il faut quand même le dire. Est-ce que quand on n'est pas combattant, on est moins soumis aux ordres, à la pression, au temps? Ça, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est le côté, pour moi, qui a été très dur à l'armée. J'ai pas du tout grandi dans l'esprit de l'armée, où à la maison on était vraiment l'opposé de ça. Très détente. Très détente, exactement. Donc les familles de ceux qui sont très détentes, sachez que vos enfants vont souffrir. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre, les horaires c'était cool, on était cool. Oui, on était cool, mes parents ils ont toujours été cool à la maison, nous faire confiance, la responsabilité était la nôtre. Évidente, puis bon, il n'y avait pas vraiment de... Et puis d'un coup se mettre à 26 ans, rentrer dans un système qui vous dit combien de temps vous avez pour manger, combien de temps vous avez pour aller aux toilettes, ou combien de temps pour... C'est très dur. Enfin, surtout, je venais d'arriver des États-Unis, ça faisait un moment où je vivais seul, j'étais libre, enfin, et d'un coup, je me mets des barrières. Des ordres. Des ordres, on vous dit comment vous rasez, comment vous coiffez, comment vous habillez.
ça a été le côté et les ordres très stricts où des fois même une bonne idée n'arrive pas à passer parce qu'on se tait devant son boss. Exactement. Voilà, on doit se taire même si on a une meilleure idée que lui, voilà. C'est pas sa place. Alors voilà, alors on essaye quand même, hein, mais voilà, c'est pas sa place. Bon, en tout cas, vous avez survécu, vous avez même été présent puisque vous avez vécu Tsuketan. Voilà, Tsahal en temps de guerre, vous avez vu ça aussi. J'imagine que c'était une expérience inoubliable. Ça a été inoubliable, ça a été très intense, ça a été une expérience où, très douloureuse aussi. Ça a été douloureux, ça a été pas simple, mais je pense que j'en suis ressorti extrêmement plus fort. C'est-à-dire que ça a été une période où j'ai beaucoup travaillé, où on était en contact permanent avec le terrain, où moi j'ai appris énormément sur le fonctionnement de Tsahal et comment aujourd'hui on vit dans un pays où vraiment je me sens protégé. C'est-à-dire que aujourd'hui, après cette expérience, je me dis réellement, on n'a rien à craindre en Israël. Et que, alors oui, on a des ennemis. Vous êtes encore plus sioniste ? Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis encore... Bien sûr, je suis fier et beaucoup plus sioniste que quand je suis arrivé. Bon, bah c'est bien d'écouter sa femme de temps en temps. Oui, je dis pas... Bien sûr. Bon, alors aujourd'hui, on l'a dit, vous êtes ingénieur chez Elbit Systems, vous vous occupez d'un domaine passionnant qui a été mis en place, créé. On peut dire que le père des drones est francophone. Est-ce que vous le saviez ? Et je l'ai David Harari. Oui, j'ai entendu. C'est toujours une grande fierté pour nous ici d'en parler, de voir que ça continue avec d'autres francophones qui poursuivent un peu son travail. Vous vous occupez de quoi dans le département des drones ? Alors, chez Elbit Systems, je suis responsable de tout ce qui est performance et contrôle système des drones. Alors, le contrôle système, c'est en fait l'intelligence du drone, c'est savoir comment il peut pouvoir voler tout seul. Aujourd'hui, un drone vole complètement tout seul. Il décolle tout seul, il atterrit tout seul et il fait ses missions tout seul. Donc voilà, c'est l'intelligence de navigation en gros. Et les performances, bien sûr, on veut savoir combien de temps il peut tenir dans les airs, qu'est-ce qu'il peut faire, à quelle hauteur il peut aller, à quelle vitesse. Et bien sûr, on essaie toujours de développer des nouveaux drones et d'améliorer ceux qui existent déjà. Pour l'armée, mais aussi pour beaucoup d'autres pays. Entre autres, un des gros projets qu'Elbit aujourd'hui travaille, c'est sur le projet du Hermès 900 pour la Suisse. La Suisse a acheté une série de Hermès 900. On en était très très fiers. Pour usage civil, j'imagine. Civil, militaire. C'est plutôt militaire. D'accord. Enfin, on est plus dans le militaire que dans le civil. Oui. Et c'est surtout les premiers drones. On sera le premier pays à vendre, et la première compagnie aussi, à vendre un drone qui pourra atterrir dans les grands aéroports civils. Aujourd'hui, et c'est après un Boeing 747, il pourra avoir un drone de chez Elbit pouvoir atterrir. On pourra, quand vous allez atterrir à Paris, vous pourrez voir un drone. Et ça, donc c'est la star des drones en ce moment. Le Hermès 900, c'est lui qui a la cote. Oui, je dirais que oui. On peut dire ça. Bon, alors vous êtes là-bas depuis 4 ans, vous êtes très heureux. Donc ça c'était pour le côté professionnel. J'imagine que vous avez des rêves, d'autres objectifs. Où vous aimeriez atterrir dans quelques années ? Alors, bien sûr. Peut-être demain, je ne sais pas. Voilà. Alors oui, bien sûr, on a tous des rêves et Israël, c'est une start-up nation. Donc, quand on voit les réussites des autres, ça nous donne que l'envie de faire mieux. Voilà, exactement. Et j'ai été grandi aussi. Voilà, mes parents, ma famille, ce sont des entrepreneurs. Donc, voilà, d'ouvrir un jour ma start-up, de faire moi quelque chose de mes propres mains, ça serait un rêve. Ça va arriver, c'est sûr, parce qu'à chaque fois que vous avez rêvé, c'est arrivé, il n'y a pas de rêve. Il faut espérer. Voilà. Alors juste pour finir, parce que vous êtes un jeune couple, vous êtes un jeune actif, je trouve que c'est sympa d'expliquer aux gens qui nous écoutent où vous habitez. Vous habitez dans un Ishuv, vous avez fait le choix du Ishuv. Je peux vous demander pourquoi ? Alors, un petit village à côté de... Alors, pourquoi le Ishuv ? Tout simplement parce que on n'est pas une grande ville, avec Sarah et moi. On aime être tranquille, au calme, à la campagne. Et on voulait, bien sûr, une maison.
c'était quelque chose qui était très important. On voulait une maison, de l'espace pour pouvoir faire grandir nos enfants. On a 2 enfants aujourd'hui. Et donc voilà, on voulait ça, et pouvoir surtout inviter aussi, on a nos 2 parents, que ce soit Sarah ou moi qui habitent en dehors d'Israël. En dehors d'Israël. Donc quand ils viennent, on aime bien qu'ils soient avec nous. Donc qu'ils soient à l'aise. Voilà, qu'ils soient à l'aise. Avoir une maison avec une chambre pour eux, c'est quelque chose d'important. Et voilà, et donc on a trouvé ce Yishuv, Bnei Aish, entre Rehovot et Ashdod, vraiment en face de Gadera, où les prix sont encore abordables. Donc on a sauté sur le pas, on a vraiment sauté sur l'occasion. Voilà, et donc c'est OK. Et il n'y a pas beaucoup de Français, j'imagine? Non, il n'y a vraiment pas du tout de Français. Nous, on encourage vraiment les Français à venir, s'ils veulent venir, bien sûr. C'est vraiment un petit chouve. Il n'y a pas encore beaucoup de communautés, il y a tout à construire. On peut vous contacter peut-être sur Facebook si jamais on a envie d'avoir des renseignements, ou venir voir le village, c'est possible? Avec plaisir, moi et Sarah. OK. Avec plaisir. Donc voilà, le message est passé. Si vous avez envie de sortir des sentiers battus, loin des villes et avoir des grandes maisons, pas trop chères encore, vous pouvez contacter notre ami Gaël Amouyal. On est content vraiment de vous avoir reçu. C'était très sympa de vous entendre parler de vos expériences multiples. Merci. Et de votre regard. C'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. De rien, on vous souhaite bonne chance. Et rendez-vous pour la start-up alors. Oui, avec plaisir. Je reviendrai. Ciao, bye. Bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.